Que vous soyez là. Alors, bienvenue à cette cinquième année des cycles de conférences de la Fondation Claude Masse. Oui, déjà 5 ans. Alors, cette année, nous avons conçu un programme conjoint avec la chaire R.L. Wilson sur le commerce électronique, dont le titulaire est mon collègue Vincent Gautret, ici présent. Alors, nous sommes très fiers de ce que nous avons préparé ensemble pour vous cette année. Alors, je lui laisse présenter le thème général retenu cette année, qui est le consommateur et le commerce électronique, nouvelle fragilité, point d'interrogation. Et puis, je vous reviens après. Merci Pierre-Claude. Alors effectivement, l'idée, et c'est pas la première fois que je le mot, mais était d'allier nos visions très consommateurs de Pierre-Claude et très numériques de ma part, deux visions avec manifestement des audiences aussi qui permettent de stimuler. C'est toujours un plaisir d'avoir une conférencière qui présente devant une salle comble comme celle-ci. Oui, je voulais dire qu'on avait déjà aussi dans le passé travaillé avec la Fondation, avec Pierre-Claude, son président, notamment pour faire en 2015 une belle conférence. Je vous la note parce qu'elle est encore disponible en ligne, notamment sur le site lesconférences.ca, une conférence sur le consommateur numérique avec une journée au complet. J'ai mémoire imbécile des dates, c'était le 20 novembre 2015. Et lors de cette conférence aussi, autre collaboration que nous avons avec Pierre-Claude, nous avions lancé un site que je ne me tarie pas de toujours citer, qui s'appelle lpc.québec. Je le dis parce que des 185 sites que nous gérons avec la chaire Wilson, c'est celui de très loin qui génère le plus de visites. Je pense qu'on parle autour de 100 000 visiteurs uniques par année. Je ne sais pas du tout d'où ces gens viennent, on a quand même quelques données, mais lpc.québec est un site qui marche de feu de Dieu. Peut-être pour la petite histoire, c'est un site où on a indexé pas mal de doctrines, mais principalement lors d'une collaboration que nous avons élaborée avec Sokige. Sokige nous donne des résumés qui étaient disponibles sur leur banque payante, et Sokige a accepté qu'on les mette sur cette plateforme, donc des arrêts liés uniquement aux questions de consommation. Et je crois que maintenant on est rendu à 1100 ou 150 résumés depuis 1980 sur cette. Voilà. Je m'excuse moi aussi, c'est un petit blog, mais elle est en direct lien avec le site de conférence qui est. C'est un site tellement utile. Tellement utile. Et c'est pas parce que c'est nous qui l'avons fait, mais quand même. Alors, effectivement, je me devais de présenter très rapidement ce cycle que nous avons mis en place, cycle qui correspond à 5 activités, donc la première étant évidemment la première avec Maître Mysterio. Et peut-être ces 5, l'idée aussi c'était de regarder ces fragilités et ce commerce électronique avec peut-être une vision moins traditionnelle basée sur la loi, sur la LPC, et identifier les nouvelles hypothèses de fragilité. Alors, peut-être que ces 5 conférences pourraient être même assez facilement identifiables au regard d'un seul mot. Donc, au regard de cette première, donc 1er octobre, par Maître Mysterio, Pierre-Claude en dira plus tout à l'heure sur la conférencière. Ben, moi, le mot qui me venait en tête, alors je sais que vous êtes bien plus loin que ça, mais c'est DEL. DEL, qui est cette décision du 13 juillet 2007 où la Cour suprême a rendu la première grande décision en lien avec la consommation en ligne, décision qu'on se plaît d'haïr et qui est très facile d'haïr, me semble-t-il en tout cas, quand on a une perspective de pro-consommation ou pas. La deuxième conférence aura lieu le 27 novembre dans ce même lieu. Le maître mot, en l'occurrence il y en a 2, mais c'est paiement électronique. Ce sera 2 collègues de l'Université Laval, Marc Lacourcière et Yvan Tchoutchoukian, qui vont parler donc comment de cette métamorphose technologique et comment le consommateur est effectivement assujetti à de possibles nouvelles fragilités. La troisième, 22 janvier, on sera en 2020 déjà, 22 janvier, possiblement dans cette salle, mais possiblement aussi dans une salle au centre-ville, on vous le fera savoir plus tard. Le maître mot, c'est le mot à la mode, blockchain. On ne sait pas trop ce que c'est, mais tout le monde en parle. Beaucoup de demandes de subventions qu'on peut avoir sur ces sujets un peu vaporeux. Mais malgré tout, il y a de vrais enjeux qui sont associés à ça. Et en l'occurrence, ce sera la professeure Charlène Bouchard,
qui va faire la présentation principale. Ce format, en fait, correspond à un cycle qu'on avait avec la chaire Wilson, où il y aurait 2 répondants, et on vient de ficeler il y a 10 minutes les 2 répondants, et j'ai le plaisir de vous dire que Josiane Fréchette sera une des répondantes d'Options Consommateurs qui a travaillé sur la crypto-monnaie depuis quelque temps, et Nareg Fromjian, qui est un avocat aussi, qui a travaillé au laboratoire de cyberjustice aussi, qui a sans doute peut-être une vision un peu différente, un peu prosélyte relativement à de telles technologies. Donc ça, c'est le 22 janvier. 4e conférence, 26 février, basée sur le terme de la confiance, où on aura Antoine Guillemin, un ancien doctorant qui est actuellement avocat chez Fasken, qui va évoquer ce titre un peu ésotérique qui s'intitule 3C pour penser la protection des données des consommateurs, consentement, contrôle, confiance. Pour montrer aussi que l'éducation des privés sont évidemment un enjeu déterminant sur lequel, là encore, des fragilités possibles sont susceptibles de s'appliquer aux consommateurs. Et enfin, la dernière activité, le 25 mars 2020, dans cette salle aussi, elle sera autour de la notion de, excusez-moi l'anglicisme, mais surtout que le mot français est beaucoup plus beau, en fait le pourriel, le spam, le pourriel, où Sophine Deschenebert, qui est avocate chez LJT, va évoquer les nouveaux enjeux et les nouvelles fragilités reliées à cette nouvelle problématique. Donc, résolument, une approche qui montre que la consommation s'étend au-delà de ce qui est prévu dans la loi, et assurément, je pense que c'est un beau programme au menu de cette année, auquel je suis encore une fois ravi de participer comme co-organisateur. Et j'en suis ravi également. Alors, donc, je suis dans ce programme. Il y a des places à l'avant pour les gens qui arrivent. Là. Alors, donc, je vous présente la conférence d'aujourd'hui. Alors, comme vous le voyez, Open, problème technique, l'erreur sur le prix annoncé dans le commerce en ligne. Donc, Maître Thériault va présenter les résultats d'une recherche qu'elle a menée et qu'elle a présentée au Bureau de la consommation, d'innovation, sciences et développement économique Canada. C'est une recherche, une étude qui a été réalisée avec son collègue d'Options Consommateurs, Jules Bélanger, qui est un économiste et qui est un analyste. Et c'est une recherche qui a été publiée au printemps dernier. Donc, si vous voulez en savoir davantage et mettre la main sur le rapport, vous pourrez le trouver sur le site d'Options Consommateurs. Alors, il y a des places à l'avant pour vous qui vous attendent. Alors, Maître Élise Thériault, elle est conseillère juridique et budgétaire chez Options Consommateurs. Options Consommateurs, c'est cet organisme essentiel qui fait un travail tellement utile pour les consommateurs. Et donc, elle y travaille depuis 2006 déjà. Elle donne de nombreux ateliers sur le budget, sur le crédit, l'endettement et la protection du consommateur. Est-ce que ça se peut, l'endettement des consommateurs? C'est une réalité, oui. Ce qui l'a mené aux 4 coins de la province, y compris dans des régions aussi éloignées que le Grand Nord québécois. Elle répond également aux demandes des consommateurs qui éprouvent des problèmes avec les commerçants. Ça existe, ça aussi, des problèmes avec les commerçants? C'est rare, quand même. C'est marginal. Donc, notamment en matière de pratiques commerciales, de télécommunications, de contrats et, bien sûr, de crédit. Élise est une excellente communicatrice. D'ailleurs, c'est la 2e fois que nous l'invitons aux conférences de la Fondation Claude Mars, donc c'est pas pour rien. Elle maintient un contact privilégié avec le public. Elle intervient régulièrement dans les médias, en commission parlementaire également, au sujet de problématiques liées à la consommation. Et elle a produit plusieurs rapports de recherche pour Options Consommateurs, dont le dernier qu'elle nous présente aujourd'hui. Alors donc, je lui cède la parole. Élise Thériault. Merci Claude. Tu mets la barre haute un peu. Alors, bon après-midi tout le monde. Premièrement, merci de m'avoir invité à faire une présentation en ce beau mardi pluvieux au sujet des erreurs de prix en ligne.
Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Options consommateurs, Pierre-Claude a un peu résumé ce que nous faisons. On est une association à but non lucratif. Notre mission, c'est de promouvoir et de défendre les droits des consommateurs et leurs intérêts, évidemment, donc vos droits et vos intérêts. Pour vous mettre en contexte un peu à propos des erreurs d'affichage de prix en ligne, on trouve un bon deal sur Internet et après qu'on ait acheté la marchandise, on reçoit un message qui nous dit que notre commande est annulée parce que le commerçant a fait une erreur dans le prix. Selon un sondage qu'on a effectué dans le cadre de notre recherche, c'est environ 24% des Canadiens qui ont déjà été directement confrontés à une situation d'erreur de prix. Sur Internet, ça prend seulement quelques minutes pour que des milliers de consommateurs commandent un produit à un mauvais prix, ce qui peut occasionner des pertes importantes pour une entreprise. Il y a des cas qui ont été fortement médiatisés dans les dernières années. On pense notamment au cas de First Sears, qui avait annoncé un module de jeu pour bambins au prix dérisoire de 12,99 au lieu de 129,99. Une affaire de virgule mal placée. En quelques heures, Sears a vendu des centaines de modules pour ensuite annuler toutes les commandes. L'affaire a fait un tollé, il y a même eu une action collective qui a été déposée. Mais Sears n'est pas le seul. Depuis que le commerce électronique existe, on a dénombré des dizaines d'erreurs de ce type-là autour du globe. Il y en a qui se sont terminées par une victoire des consommateurs, mais beaucoup ont fini par des annulations de commandes, tout simplement. Bien qu'on ait étudié le droit applicable dans d'autres provinces du Canada, pour aujourd'hui, je vais me permettre de me concentrer sur le Québec. Je vais vous toucher un mot des autres provinces plutôt en fin de présentation, mais pour faire court, disons qu'elles n'ont pas vraiment d'équivalent de ce qu'on peut retrouver ici. Au Québec, c'est deux lois qui s'appliquent en cas d'erreur de prix en ligne et je vais nommer sans surprise la loi sur la protection du consommateur, de son petit nom la LPC, et aussi le Code civil du Québec. Au Québec, comme dans les autres provinces, les représentations fausses ou trompeuses sont interdites. Chez nous, c'est l'article 219 de la LPC qui énonce cette interdiction générale-là. Ce n'est pas nécessaire pour enfreindre la loi d'avoir eu l'intention de tromper les consommateurs. Si un prix est erronément affiché, volontairement ou non, ça constitue une représentation fausse ou trompeuse et donc une infraction à la loi. Plus spécifiquement encore, le Québec s'est doté de l'article 224C qui se lit ainsi. Aucun commerçant, fabricant ou publicitaire ne peut, par quelque moyen que ce soit, exiger pour un bien ou un service un prix supérieur à celui qui est annoncé. Rien d'extraordinaire, ça nous semble tous très évident. Classiquement, cette disposition-là se traduisait par l'obligation pour un marchand de nous vendre un objet au prix de l'étiquette, même si l'étiquette était erronée, jusqu'à ce que le commerçant change ses étiquettes. Sauf qu'à l'époque où la disposition a été adoptée, il n'y avait pas de commerce en ligne avec possibilité de vendre des milliers d'articles en quelques minutes. La jurisprudence a reconnu deux façons d'interpréter 224C. La première, c'est de prétendre qu'en annulant simplement la vente entachée d'erreur, le commerçant ne contrevient pas à 224C parce que 224C ne comporte pas d'obligation de vendre pour le commerçant. Et donc, si le commerçant procède simplement à l'annulation de la vente, il n'exige pas un prix supérieur au prix qui est affiché. Selon moi, cette interprétation-là ne peut pas tenir la route. C'est déjà bien établi tant par la doctrine que par la jurisprudence que la LPC doit être interprétée de façon large et libérale. Il faut donc privilégier la deuxième interprétation. Quand une vente est annulée pour cause d'erreur de prix, le consommateur qui veut quand même se procurer l'objet, il est obligé de payer le vrai prix, entre guillemets. C'est donc une façon pour le commerçant de faire indirectement, ce qu'il ne peut pas faire directement, c'est-à-dire exiger un prix supérieur au prix qui est annoncé. C'est donc légitime pour les consommateurs de s'attendre à ce qu'un contrat conclu sur Internet soit honoré, même en cas d'erreur de prix. Conclure autrement, ça irait à l'encontre des principes fondamentaux de notre droit, comme la force obligatoire des contrats puis leur stabilité. Ce n'est pas la seule particularité du Québec. Au Québec, la LPC s'applique même si vous achetez un bien qui vient de Chine, des États-Unis ou de n'importe où dans le monde. Tant que vous êtes au Québec au moment où vous faites votre achat. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 19 de la loi sur la protection du consommateur qui interdit d'assujettir un contrat à une loi autre qu'une loi du Parlement du Québec ou du Canada. Et surtout, l'article 54.2 qui prévoit qu'un contrat conclu à distance est réputé
conclu à l'adresse du consommateur. C'est une présomption qui est irréfragable. Le Québec est aussi la seule province à déterminer clairement à quel moment le contrat en ligne est conclu grâce à l'article 54.1 de la Loi sur la protection du consommateur. Cet article-là établit une autre présomption irréfragable, c'est-à-dire qu'un commerçant électronique qui fait des offres de contracter sur son site Web, dès lors que sa proposition comporte tous les éléments essentiels du contrat envisagé, qu'il y ait ou non indication de sa volonté d'être lié en cas d'acceptation, et même en présence d'une indication contraire. En droit québécois, passer une commande en ligne, c'est toujours faire un contrat. Maintenant qu'on sait ça, c'est quoi les recours du consommateur quand il est confronté à une erreur de prix en ligne et que le commerçant ne veut pas honorer la commande? C'est l'article 272 de la LPC qui prévoit les recours contre les commerçants qui ne respectent pas la loi. Donc, l'article 272 dit qu'un commerçant ou un fabricant qui manque à une obligation que lui impose la loi, il a des recours, il peut demander soit l'exécution de l'obligation, l'autorisation de la faire exécuter, la réduction de son obligation, la résiliation, résolution ou nullité. Il peut également demander des dommages et intérêts et des dommages et intérêts punitifs. Dans les cas d'erreur d'affichage de prix en ligne, on peut présumer que le remède qui va être recherché par les consommateurs, ça va être l'exécution de l'obligation ou des dommages-intérêts. Dans l'arrêt Richard contre Time de 2012, la Cour suprême du Canada nous a expliqué la façon dont 272 doit être appliquée. 272 crée une présomption de préjudice qui dispense le consommateur de prouver l'intention de tromper du commerçant, contrairement à la preuve de dol qui devrait normalement être faite en vertu du simple code civil. C'est aussi une présomption irréfragable. C'est pas moi qui le dis, c'est la Cour suprême sous la plume des juges Lebel et Cromwell. Et ça permet aux tribunaux d'accorder des dommages et intérêts pour compenser le préjudice qui résulte d'une faute extra-contractuelle du commerçant. Donc, si il y a une représentation fausse trompeuse, même si je ne contracte pas, je pourrais avoir des dommages. Certains auteurs et aussi certains magistrats prétendent que dans le contexte d'une erreur d'affichage de prix en ligne, les dommages et intérêts auxquels le consommateur a droit, ne devraient jamais être supérieurs au montant de la différence entre le prix annoncé et le prix payé ou à payer par le consommateur pour se procurer le bien ou service. Par exemple, si j'achète un billet d'avion de 500 $ et que finalement, le vrai prix, c'est 800 $, le maximum de dommages auxquels j'aurais droit, ça serait 300 $, puisque au départ, j'étais prête à me procurer un billet à 500, bien ce 500 $-là, ce ne serait pas un dommage que je subis. Par contre, moi, je trouve avec égard que ce raisonnement-là manque un petit peu de finesse. Parce que quand le consommateur se procure un bien qui fait l'objet d'une erreur d'affichage de prix en ligne et que le commerçant refuse de conclure la vente, il y a deux fautes, il y a deux infractions qui sont commises simultanément par le commerçant. Premièrement, il y a la représentation fausse trompeuse, le prix n'est pas exact, infraction à 219. Deuxièmement, il y a la tentative de vente à un prix supérieur à celui qui est annoncé, infraction à 224C. Bon, en ce qui concerne la tentative de vente à un prix supérieur, c'est vrai que les dommages du consommateur, c'est pas mal la différence de prix. En accorder plus, ça serait comme accorder des dommages pour perte de chance, puis pour ça, le fardeau de preuve est extrêmement lourd. Par contre, je pense que les dommages octroyés pour la représentation fausse trompeuse doivent être calculés indépendamment. Et donc, le total des dommages pour les deux infractions peut dépasser la différence de prix entre le prix affiché et le prix payé. Ça, c'est sans compter les dommages punitifs qui pourraient être octroyés. Maintenant, c'est quoi les moyens de défense que les commerçants peuvent invoquer pour se délier de leurs obligations? Et est-ce que ces moyens de défense-là sont susceptibles de fonctionner? Le premier moyen de défense que les commerçants invoquent quand ils commettent une erreur d'affichage de prix, bien évidemment, c'est l'erreur. Ici, c'est intéressant de souligner que les dispositions de la LPC sur les contrats conclus à distance, 54.1 et suivant, prévoient seulement le cas où c'est le consommateur qui fait une erreur et qui voudrait résoudre son contrat, mais pas l'inverse. Donc, on ne peut pas se tourner vers la LPC pour savoir si l'erreur est un moyen de défense acceptable. Il va falloir se retourner vers notre ami le Code civil. Est-ce qu'un commerçant qui commet une erreur d'affichage de prix a le droit d'annuler des commandes? Après tout, commettre une erreur, ce n'est pas par défaut une faute au sens du Code civil.
l'erreur peut vicier le consentement dans certaines circonstances. C'est ce que l'article 1400 du Code civil nous dit. Hein, l'erreur vicie le consentement lorsqu'elle porte sur la nature du contrat, sur l'objet de la prestation ou encore sur tout élément essentiel qui a déterminé le consentement. L'erreur inexcusable n'est pas un vice de consentement. Bon, je pense qu'on peut tous s'accorder pour dire que le prix, c'est un élément essentiel qui détermine le consentement. Il n'y a pas de débat là-dessus. L'erreur, c'est un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre depuis le 19e siècle, alors je vais tenter de rester concis. Premièrement, dans le cas de l'erreur d'affichage de prix, il faut la distinguer de l'erreur économique. L'erreur économique, elle se produit quand un vendeur il se méprend sur la valeur marchande de l'objet qu'il met en vente et qui vend moins cher que ce qu'il aurait vendu s'il avait connu la véritable valeur. Plaider l'erreur économique, c'est comme plaider la lésion. On rappelle que la lésion, c'est une disproportion telle entre les obligations des parties qu'elle équivaut à de l'exploitation. Mais en droit québécois, la lésion, ce n'est pas admis en majeur, sauf exception. La LPC permet au consommateur de plaider la lésion pour faire annuler un contrat ou pour faire réduire son obligation. Mais en aucun cas, le législateur a prévu que le commerçant puisse faire la même chose. L'erreur d'affichage ou l'erreur d'étiquetage, elle, ce n'est pas une erreur économique, c'est plutôt une erreur de nature cléricale. Le vendeur, il connaît la valeur de ce qu'il met en vente, mais il fait une erreur d'écriture. Normalement, les erreurs d'écriture peuvent être susceptibles de vicier le consentement d'un contractant, et dans ce cas-là, le Code civil prévoit que le remède, c'est la nullité du contrat. Et là, je vais tenter de résumer un passage d'un texte qui a été publié en 2006 dans la Revue du barreau du Québec, qui est écrit par le professeur Nicolas Vermès, qui enseigne ici à l'UDM, parce que je trouve qu'il l'explique beaucoup mieux que moi. Ça donne une des raisons pour lesquelles l'erreur d'affichage de prix ne peut pas être admise comme moyen de défense en droit québécois. Le problème, c'est qu'en gros, qu'on fasse une erreur économique ou une erreur d'affichage, la manifestation des deux types d'erreurs, c'est exactement la même, c'est-à-dire que votre objet va être affiché à un prix trop bas. La preuve va être aussi exactement la même dans les deux cas pour établir que le vendeur ne pouvait pas avoir l'intention de vendre à ce prix-là. Alors, comment est-ce qu'un juge va faire pour différencier les deux erreurs et savoir dans quel cas le recours à la nullité est possible? Maître Vermès cite judicieusement la Cour d'appel dans l'arrêt Beau Rivage et Méthode Inc. contre Corporation de l'Hôpital Saint-Sacrement. Ce n'était pas un contrat de consommation qui était en cause, mais le raisonnement peut quand même être transposé aux erreurs d'affichage de prix en ligne. En gros, la compagnie Beau Rivage avait soumissionné pour faire des travaux à l'hôpital de Saint-Sacrement et avait oublié de compter 34 000 $ de plomberie avant de déposer sa soumission, ce qui a fait que le prix de sa soumission était beaucoup plus bas que prévu. Ils ont voulu retirer la soumission, la corporation de l'hôpital a essayé de les forcer à la respecter. Et comme dans les erreurs d'affichage de prix en ligne, l'erreur était plus de nature cléricale qu'économique. Beau Rivage ne se méprenait pas sur la valeur des travaux, ils ont plutôt fait une erreur de calcul. Donc, le juge Chouinard dit « Admettre l'erreur quant au prix en cette matière, ce serait admettre l'erreur d'appréciation économique et en conséquence la lésion qui en résulte. Celle-ci n'est pourtant pas admise entre majeurs dans notre droit. » Donc, accepter que l'erreur d'affichage de prix puisse vicier le consentement, même si c'est une erreur cléricale, c'est permettre à tout contractant qui a fait une erreur économique d'invoquer qu'il s'agit plutôt d'une erreur cléricale, et ça, c'est tellement susceptible d'ébranler la stabilité des contrats qu'on refuse de l'accepter. Personnellement, je suis parfaitement en accord avec le raisonnement de la Cour d'appel et de Maître Vermès. En plus, c'est cohérent avec les principes du Code civil et de la LPC qui disent tous les deux que le contrat doit être interprété en faveur du consommateur. Là, je vois des faces sceptiques. D'accord. Même si le raisonnement de la Cour d'appel ne vous convainc pas, je considère quand même que l'erreur d'affichage de prix, l'erreur cléricale, c'est une erreur inexcusable qui ne peut pas vicier le consentement du vendeur en vertu de 1400 du Code civil, et donc que le contrat qui est conclu suite à une erreur d'affichage ne peut pas être frappé de nullité. C'est quoi une erreur inexcusable? On l'assimile souvent à la faute lourde, mais on la décrit généralement comme une erreur qui aurait pu être évitée en prenant un minimum de précautions que la victime n'a pas prises. Et là, ici, la victime de l'erreur, ce n'est pas le consommateur, c'est le commerçant, parce que c'est lui qui la commet et c'est lui qui en subit les conséquences négatives, c'est lui qui va perdre de l'argent.
C'est intéressant parce que la Cour d'appel nous a dit en 2010 qu'est inexcusable l'erreur qui n'a d'autre cause que le propre fait du contractant qui s'en prétend victime. Hein? Quand c'est notre erreur, on peut difficilement l'invoquer. J'ai dit tantôt que commettre une erreur, ce n'est pas par défaut une faute au sens du Code civil. Mais dans le cas de l'erreur d'affichage de prix en ligne, je crois que c'en est une. Parce que la faute, c'est le comportement d'une personne qui cause préjudice à autrui par manque de respect des règles de conduite qui, selon les circonstances, les usages ou la loi, s'imposent à elle. Or, la LPC impose justement aux commerçants de ne pas faire de représentation fausse trompeuse, ni de vendre à un prix supérieur à celui qui est annoncé. L'affichage de mauvais prix sur Internet, c'est un comportement qui cause préjudice aux consommateurs par manque de respect des règles de conduite qui sont imposées par la loi. Donc, ça répond à la définition de faute. En plus de ça, si vous n'êtes toujours pas convaincu, la jurisprudence et la doctrine ont établi les critères pour déterminer si une erreur est excusable ou non. D'abord, il faut regarder les circonstances qui entourent la commission de l'erreur, parce qu'une erreur qui va être inexcusable pour quelqu'un peut être parfaitement excusable pour quelqu'un d'autre. Par exemple, l'erreur qui est commise par un professionnel dans un champ d'activité qui est le sien va être plus inexcusable que la même erreur commise par une personne inexpérimentée. Donc, la qualité de marchand ou de commerçant doit être prise en considération. Si c'est ton travail de vendre des bébelles, ben, tu dois mettre en œuvre les moyens nécessaires pour t'assurer de l'exactitude des prix que tu affiches. En plus, les qualifications et les moyens financiers de la personne qui commet l'erreur vont être pris en considération. Donc, plus on est qualifié, plus on a des moyens financiers, plus on va être sévère à l'égard de cette personne-là. On doit aussi regarder les précautions. Oh. Ça donne. On doit aussi regarder les précautions que le marchand a prises pour éviter l'erreur. Il existe des tas d'outils technologiques qui sont disponibles pour éviter en amont l'affichage de mauvais prix et pour limiter en aval les conséquences quand une erreur passe entre les mailles du filet. Par exemple, et là je ne prétends pas du tout connaître la programmation et tout ça, mais les experts qu'on a consultés nous ont dit que c'est très facile à faire et qu'on peut empêcher à la source la saisie de prix trop bas. Hein, si tu n'en vends pas des laptops à 20 $, ce prix-là ne devrait même pas pouvoir rentrer dans le système. Ou faire déclencher un message d'alerte quand ça arrive. Le commerçant il peut aussi limiter le nombre de commandes quand il détient un nombre limité d'articles à vendre ou programmer des alertes quand un très grand nombre d'articles identiques sont vendus dans un très court laps de temps. Si le commerçant a utilisé aucun moyen pour se prémunir contre les erreurs de prix en ligne, c'est comme Pépé tantôt. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'il a pris des précautions suffisantes. Bref, le commerçant, c'est loin d'être un acteur passif dans le processus de vente en ligne. C'est lui qui est en contrôle de l'ensemble des paramètres qui entourent la conclusion du contrat. Il rédige les conditions d'utilisation, il rédige les conditions de vente, il choisit les prix, il les affiche. Hein, comme dit l'adage, nul ne peut alléguer sa propre turpitude. Finalement, moi je pense que plus l'erreur est grosse, plus elle est inexcusable. Parce que si l'erreur est tellement grosse qu'elle est évidente, elle devrait être évidente aussi pour le commerçant. Pour toutes ces raisons-là, je pense qu'on peut dire que l'erreur d'affichage sur le prix en ligne devrait toujours être considérée comme une erreur inexcusable. Et là, je n'essaie pas de dire que le droit québécois interdit aux commerçants de faire des erreurs, ni qu'il interdit de les corriger. Au contraire, notre droit vise à éviter que les consommateurs paient pour les erreurs des commerçants, et en faisant assumer aux commerçants les conséquences de leurs erreurs, notre droit vise à les inciter à les corriger rapidement. L'autre argument souvent évoqué par les commerçants pour annuler des ventes, c'est la mauvaise foi du consommateur. Ça tue pas d'allure que le méchant consommateur profite des erreurs des pauvres commerçants. Mais est-ce que le consommateur est vraiment de mauvaise foi là-dedans? Vous doutez sûrement de ce que moi je pense, mais comme plusieurs juges ont donné beaucoup de poids dans la balance à cet argument-là, je pense qu'on n'a pas le choix d'en parler. On revient à la base. Hein? La bonne foi, elle se présume et elle doit gouverner la conduite des parties en tout temps, c'est d'ordre public. La bonne foi entraîne des obligations, comme l'obligation de renseigner son co-contractant et l'obligation de se renseigner soi-même. Si on manque à une de ces obligations-là, de renseigner ou de se renseigner,
dans certaines circonstances, on va pouvoir conclure à l'absence de bonne foi. Dans le contrat de consommation, électronique ou pas, c'est le vendeur qui a l'obligation de renseigner et le consommateur qui a l'obligation de se renseigner. L'inverse ne serait pas logique. Selon la Cour suprême, il y a 3 critères pour que l'obligation de renseigner naisse. Il faut qu'il y ait la connaissance de l'information, c'est-à-dire c'est celui qui connaît l'information qui doit la divulguer. Il faut que la nature de l'information soit déterminante. Il faut que l'info soit importante pour qu'on la divulgue. Je pense que c'est quand même déterminant dans la décision, le prix, donc je ne pense pas qu'on a de débat là-dessus. Il faut aussi comme critère qu'il y ait l'impossibilité du créancier de l'obligation de se renseigner soi-même. C'est-à-dire que si le créancier peut pas si la personne ne peut pas se renseigner soi-même, l'obligation de renseignement de l'autre va naître. Dans le cas d'une erreur d'affichage de prix, non seulement le commerçant peut se renseigner lui-même, mais c'est le seul qui est le détenteur de la vraie information. L'obligation de se renseigner du consommateur est donc limitée à ce que le commerçant lui donne. L'arrêt Richard contre Times nous rappelle d'ailleurs que c'est le fardeau du publicitaire de s'assurer de la véracité de l'information qu'il transmet au consommateur. La bonne foi emporte également un devoir de conseil. Encore une fois, c'est le devoir qui incombe au commerçant envers le consommateur. On voit mal comment le consommateur devrait conseiller le commerçant. Donc, selon les critères de la bonne foi, ce ne serait pas une obligation du consommateur d'informer le commerçant qui a fait une erreur dans le prix et encore moins de lui conseiller de réviser ses prix. Mais, à part les magistrats, on a remarqué dans notre recherche qu'il y a aussi très souvent l'opinion publique qui exige des consommateurs qui soient plus blancs que la neige pour mériter, entre guillemets, la protection offerte par la loi. On retrouve vraiment beaucoup de gens pour crier à la mauvaise foi des méchants profiteurs d'erreurs. Alors, je vous ai mis ici des vrais commentaires que j'ai tirés des réseaux sociaux concernant la fameuse erreur de prix de Sears dont j'ai parlé tantôt, là, le fameux module de jeu à 12,99. Ça avait généré plusieurs articles, plusieurs centaines de commandes. Moi-même, j'en avais acheté 2. Et tout ça a été annulé par Sears. Attention, vos yeux pourraient saigner. C'est écrit petit, je vais vous en lire quelques-uns. LOL, c'est quoi son problème? Avoir un article de cette valeur à ce prix, comme c'est tout et profiteuse. Je trouve ça dégueulasse, l'erreur est humaine, on pourrait causer la faillite totale de Sears. Je vous rassure, c'est pas à cause de ça qu'ils ont fait faillite. Avec le nombre qui a été commandé, réfléchissez aux impacts que cela peut avoir autre qu'un jeu à 13 $ pour votre petite personne. C'est pas du profitage, c'est du niaisage. Elle savait très bien l'erreur au départ. Moi, en tout cas, j'irai pas me montrer la face dans un journal pour une erreur humaine de la part d'un employé qui a probablement ce soir n'a plus sa job. Mais bon, chacun ses valeurs et son combat. Faut-tu être BS, pas rien qu'un peu, comme si parce que c'est un grand commerce, ils n'avaient pas droit à l'erreur. Il y en avait des plus vulgaires, mais j'ai décidé d'épargner vos yeux. Donc, ce qu'on voit ici, c'est qu'on tire rapidement des conclusions sur la mauvaise foi ou la qualité de profiteur des consommateurs qui cherchent des bonnes affaires. Mais tout le monde est constamment à la recherche du meilleur prix possible. Et c'est pas condamnable d'acquérir un bien ou un service à un prix qu'on considère avantageux. C'est pas non plus illégal d'acheter plusieurs biens identiques à un bon prix, que ce soit pour en faire des réserves, pour en faire des cadeaux ou même pour les vendre. Sauf si vous en faites le commerce, là, vous perdez la protection de la loi sur la protection du consommateur. Alors, la question qui tue, le consommateur qui devrait savoir qu'il se trouve devant une erreur de prix, même si elle est inexcusable, est-ce qu'il se rend coupable de dol par omission s'il ne mentionne pas au commerçant qui trouve le prix trop bas? Je rappelle que le dol, c'est l'action de tromper ou de frauder dans le but de faire commettre une erreur à son co-contractant ou de le faire contracter à des conditions qui lui sont défavorables. Mais dans le cas de l'erreur d'affichage, l'erreur, elle est déjà commise au moment où le consommateur y contracte. Alors, un consommateur qui sait ou qui devrait savoir qu'il se trouve devant une erreur d'affichage de prix, est-ce qu'il est de mauvaise foi? La Cour d'appel du Québec a déjà clairement dit, en 2003, que la connaissance d'une probable erreur de prix du commerçant n'entraîne pas une conclusion de mauvaise foi, et ça c'était dans
Il Perrault Nissan contre Holocombe, une affaire d'erreur cléricale sur le prix d'un véhicule automobile. Donc, même si la transaction ne s'est pas passée en ligne, le raisonnement reste le même. Le juge dit « La plante ne peut reprocher à la juge de ne pas avoir tiré de sa constatation que l'intimé devait savoir qu'il y avait probablement une erreur quelconque, la conclusion qu'il était de mauvaise foi. Il ne faut pas oublier que l'on est dans le domaine de la vente automobile, que l'intimé recherchait le meilleur prix et la plante une clientèle. La plante était en contrôle du véhicule, c'est elle qui a proposé le prix de vente. Elle ne peut donc sérieusement taxer l'intimé de mauvaise foi. » Et cette décision-là est venue confirmer une autre décision de la Cour du Québec qui datait de 1987, qui était aussi dans une affaire d'automobile. C'est Chrétien contre Longue Pointe Chrysler Plymouth, je ne sais jamais comment dire, en tout cas. C'est ça. Ça dit « Il appartient à Longue Pointe de faire la preuve de façon convaincante de l'erreur commise ou provoquée par le dol ou le silence du demandeur. Il faut donc faire la preuve non seulement que M. Chrétien savait qu'une erreur était commise, mais qu'il l'a provoquée en se taisant. Non seulement Longue Pointe était un vendeur professionnel, mais son représentant remplit le contrat, calcule les taxes, fait signer le document, puis appose sa signature. Toutes ces étapes font en sorte que le vendeur avait la possibilité de réaliser son erreur et était en mesure de la constater sans prétendre que c'est le silence de l'acheteur qui a empêché le consentement de naître. Je pense qu'on peut conclure de ça que le silence, ça n'égale pas la mauvaise foi. En plus, en dehors de certains cas très évidents, c'est souvent difficile pour le consommateur de distinguer les authentiques bonnes affaires des erreurs d'affichage de prix parce que, premièrement, les prix sur Internet, ils varient constamment. Deuxièmement, les choix sont presque infinis. Troisièmement, les soldes, les ventes de feu, les autres promotions, ça foisonne. Il y a même des commerçants qui se spécialisent dans les prix extrêmement bas. Et sur Internet, les prix peuvent varier d'un extrême à l'autre pour un même produit. Par exemple, je donne ici une rapide visite sur Amazon. M'a permis de trouver des jeux de Monopoly de tous les prix, dont le moins cher était 14 $ et le plus cher 400, soit 28 fois le prix le plus bas. Est-ce qu'on peut réellement poser sur les épaules du consommateur le fardeau de connaître la juste valeur de tous les biens qui sont sur le web? Est-ce qu'on peut réellement imposer au consommateur une obligation de magasinage pour connaître le vrai prix des objets convoités? Si oui, où est-ce qu'on trace la ligne? Combien de sites web est-ce que je dois visiter pour remplir mon obligation de magasinage? Est-ce qu'il existe une obligation semblable pour les consommateurs qui achètent dans les boutiques traditionnelles? C'est quoi qui justifie la différence entre les deux types de consommateurs? Je ne vois pas au nom de quoi le consommateur est auprès d'une obligation de déterminer que le prix qui est sous ses yeux, c'est forcément une erreur. Et ce serait encore plus impensable de le taxer de mauvaise foi quand il se procure un bien à un prix avantageux. De toute façon, comme je l'ai mentionné tantôt, si une erreur est si évidente et qu'elle a réussi à passer à travers les mailles des mesures mises en place par le commerçant, alors, à mon avis, elle est inexcusable. Elle ne peut pas vicier le consentement du marchand, en plus d'être une représentation fausse trompeuse. Les consommateurs sont en droit, dans les boutiques virtuelles comme dans les boutiques réelles, de s'attendre à ce que les prix affichés soient les bons. Pour finir ma section sur la mauvaise foi, si un consommateur était vraiment de mauvaise foi, c'est vrai que ça pourrait ouvrir la porte à la nullité du contrat, malgré l'erreur inexcusable. Mais le fardeau de la preuve pour le commerçant serait immensément lourd, vu que notre droit reconnaît que le silence ou la connaissance d'une potentielle erreur, ce n'est pas des caractéristiques de la mauvaise foi. Le commerçant, il devrait démontrer que le consommateur y avait une intention de nuire ou d'exploiter son co-contractant. Par exemple, si le consommateur allait provoquer l'erreur du commerçant, je ne sais pas moi, en hackant son site web pour rentrer des faux prix, à ce moment-là, il serait de mauvaise foi. Autrement, bonne chance. Pour continuer mon analyse légale, j'ai fait une petite revue de jurisprudence en matière d'erreur d'affichage de prix en ligne. Tout d'abord, comme ça concerne des biens de consommation, les litiges sont tous d'une valeur relativement faible, ce qui fait qu'on retrouve des causes soit en action collective, soit aux petites créances. Au moment d'écrire notre rapport en mars 2018, il y avait 5 causes d'action collective pour erreur d'affichage de prix en ligne, dont 4 qui étaient pendantes.
À ma connaissance, aucune des actions pendantes a été l'objet d'un jugement depuis, et même qu'une de ces actions-là est morte de sa belle mort, vu qu'elle était intentée contre Sears Canada, pour au moins 5 erreurs commises entre 2015 et 2016, incluant le fameux module de jeu, un matelas, un barbecue, un frigo et un VUS jouet. C'est dommage parce que cela était particulièrement intéressante vu qu'on plaidait que Sears violait les dispositions de la loi sur la concurrence, qui est une loi fédérale. On aurait pu avoir une jurisprudence très importante en matière d'erreur de prix, mais ça va être pour une autre fois. Parmi les autres, 2 ont été intentés contre Air Canada et une contre Lenovo, un fabricant et détaillant d'électronique qui avait permis aux consommateurs d'appliquer des coupons rabais de type Doorbuster sur des articles qui étaient déjà soldés. La dernière action collective, celle qui était terminée, est intentée par l'Union des consommateurs contre Dell, également fabricant et détaillant d'ordinateurs. Malheureusement, cette cause-là, même si elle s'est rendue jusqu'en Cour suprême, l'erreur d'affichage de prix comme telle n'a jamais été tranchée. C'était avant que la LPC interdise les clauses d'arbitrage obligatoires. Et comme le contrat de vente du consommateur désigné par l'Union des consommateurs en contenait une, la Cour suprême a référé les parties devant un arbitre. On n'a donc pas à l'heure actuelle de jugements qui font réellement jurisprudence en matière d'erreur de prix en ligne. Maintenant, un petit aperçu de ce qui se passe dans le reste du Canada. Au plan fédéral, on a la loi sur la concurrence qui interdit de donner des indications fausses ou trompeuses. Et puisque le législateur a voulu intégrer un régime civil dans cette loi pénale-là, aucune preuve d'intention de tromper n'est nécessaire. Il suffit qu'une impression fausse ou trompeuse se dégage de la représentation et que cette représentation-là soit de nature à influer sur la décision du citoyen ordinaire d'acheter ou non le produit offert. La loi sur la concurrence interdit aussi de vendre à un prix supérieur au prix annoncé, ça c'est l'article 74.05. Encore une fois, aucune intention de tromper est nécessaire pour que l'infraction soit commise, mais il y a plusieurs moyens de s'exonérer pour le commerçant, notamment en publiant rapidement un erratum, ce qui arrive tout le temps. Donc, ça serait surprenant qu'un commerçant soit condamné en vertu de cette disposition-là dans le cadre d'une erreur d'affichage de prix en ligne. À ma connaissance, il n'y a pas de jurisprudence où les tribunaux ont dû appliquer la loi sur la concurrence à un cas d'erreur d'affichage de prix en ligne. C'est quelque chose qui a été plaidé dans l'action collective contre Sears dont je vous ai parlé tantôt, mais ça va être pour une prochaine fois. Dans notre recherche, on a aussi voulu savoir ce qui se passe dans les autres provinces quand il y a des erreurs d'affichage. Et on a choisi 3 provinces à étudier, l'Ontario, l'Alberta et la Colombie-Britannique. Toutes les 3 ont chacune dans leur loi une obligation de ne pas faire de représentation fausse ou trompeuse. Dans les provinces de Common Law, les notions de contrat, d'offre, d'acceptation, c'est sensiblement la même chose qu'en droit civil. Par contre, en l'absence de dispositions législatives, réglementaires ou contractuelles contraires, l'affichage des produits dans l'intention de les vendre et la publicité de ces produits, ça ne constitue pas une offre, mais plutôt un moyen d'amorcer les négociations. Donc, contrairement au droit civil québécois, où la LPC dit clairement qu'un site web complet, c'est une offre, bien, c'est pas évident que c'est la même chose dans le reste du Canada. Ici, le passage d'une commande en ligne ne constitue pas l'acceptation d'une offre. Le moment de la conclusion du contrat peut être différé. Et là, ça devient beaucoup moins clair de savoir à partir de quel moment le commerçant a réellement des obligations envers le consommateur. C'est d'ailleurs, on va le voir dans 2 minutes, extrêmement fréquent que les marchands tentent de retarder au maximum le moment où ils considèrent être liés par les commandes passées sur Internet. Par contre, dans les lois des 3 provinces, même si on ne prévoit pas explicitement à quel moment le contrat est conclu, quand on s'attarde à la mécanique qui est mise en place pour articuler les contrats conclus sur Internet, selon moi, on n'a pas le choix de comprendre que les législateurs ont voulu que le contrat soit conclu au moment où le consommateur passe sa commande. Je vais prendre un exemple avec l'article 40 de la LPC de l'Ontario, mais c'est sensiblement la même affaire en Alberta et en Colombie-Britannique. Donc, l'article 40 dit à son alinéa 1, le consommateur peut résilier une convention électronique en tout temps à compter du jour où il l'a conclu et jusqu'à 7 jours après en avoir reçu une copie, si selon le cas, le fournisseur ne veut pas divulguer les renseignements exigés.
B. Le fournisseur ne lui a pas donné expressément la possibilité de l'accepter ou de la refuser ou de corriger les erreurs immédiatement avant de la conclure. Alinéa 2. Le consommateur peut résilier une convention électronique dans les 30 jours de la date où il l'a conclue si le fournisseur ne se conforme pas à une exigence prévue par l'article 39. On le voit, ça parle abondamment de conclure une transaction électronique. Qu'est-ce qu'on trouve comme indice là-dedans pour dire que passer une commande, c'est conclure une convention électronique? Premièrement, ce qu'on appelle recevoir une copie de la convention électronique comme à 41, c'est recevoir votre courriel de confirmation de commande. Deuxièmement, la possibilité d'accepter, de refuser, de corriger les erreurs. Ça, c'est normalement l'étape où vous révisez votre panier d'achat quand vous faites des achats en ligne avant de confirmer votre commande. Si passer une commande, c'était pas conclure un contrat, ça veut dire qu'on permet aux commerçants de fixer le moment où le contrat est conclu, donc au moment où ils acceptent l'offre, et ça donne des absurdités quand vient le temps d'appliquer la loi. Pour que ce soit plus clair, je vais prendre un exemple d'une clause qui est tirée d'une des 50 conventions qu'on a analysées et qui prévoit que c'est le commerçant qui accepte l'offre du consommateur et non l'inverse, ce qui en théorie serait parfaitement correct en common law. Alors, vous allez pardonner mon anglais, ça provient du site tomlymusic.ca qui est un site de vente d'instruments de musique. Ça dit « Your properly completed and delivered order form constitutes your offer to purchase the goods or services referenced in your order. Your order shall be deemed to be accepted only if and when tomlymusic.ca sends an order acceptance and shipping notice email to your email address. » En gros, ce magasin-là dit que mon formulaire de commande électronique, c'est mon offre d'acheter et que leur acceptation de l'offre, donc le moment de la conclusion du contrat, c'est le moment où eux vont m'envoyer le courriel qui confirme que ma commande est dans mal. Si cette chose-là était légale en droit ontarien, ça voudrait dire que le commerçant serait dans l'obligation de me donner l'occasion de corriger mon panier d'achat immédiatement avant de m'envoyer le courriel qui confirme que ma commande est dans le poste. Pratique. Même affaire avec le courriel de confirmation, la copie écrite de ma convention. On devrait me l'envoyer immédiatement après le courriel qui dit que la marchandise est déjà postée. Si c'était possible de faire ça, ça rendrait complètement inutile des articles comme 40 parce que ça a pour objectif que les consommateurs soient informés avant que les co-contractants exécutent leurs obligations. Ici, les deux co-contractants, ils auraient déjà exécuté leur obligation avant même que le contrat soit considéré conclu. J'aurais payé, la commande serait envoyée avant même que le contrat soit formé. Ça ne fait aucun sens. Je pense donc que, même si dans les autres provinces, il n'y a pas d'article de loi clair qui indique qu'un commerçant électronique a l'obligation de respecter le prix affiché en cas d'erreur, la mécanique qui est mise en place en matière de contrat électronique fait en sorte que, comme au Québec, le contrat est conclu au moment où on passe la commande et donc que les obligations du commerçant naissent à ce moment-là. Malheureusement, en matière de recours pour les consommateurs, les lois des autres provinces sont assez pauvres. Elles leur permettent de résoudre des conventions ou de récupérer les paiements qui seraient faits en trop quand il y a eu des représentations fausses ou trompeuses, mais elles ne leur donnent pas vraiment de recours en exécution de l'obligation quand c'est le commerçant qui refuse d'honorer la commande. Finalement, pour la dernière partie de mon analyse juridique, on a étudié les conditions d'utilisation de 50 sites web de commerçants qui faisaient affaire dans les 4 provinces étudiées. On a sélectionné les sites les plus fréquentés et on a aussi présélectionné 5 sites d'entreprises où des erreurs d'affichage de prix avaient déjà été documentées. D'entrée de jeu, je dois dire que cet exercice-là s'est avéré hautement complexe. On a dû mettre à contribution les cerveaux de nombreux étudiants en droit. Premièrement, l'ensemble des conditions d'utilisation ne sont pas toujours sur la même page d'un site web. Il n'y a pas toujours d'hyperlien entre ces pages-là. Puis des fois, les conditions qu'on trouve sur une page contredisent les conditions qu'on trouve sur une autre page. Ensuite, c'est souvent difficile de démêler quelles conditions sont applicables à l'utilisation du site web comme tel et quelles conditions sont applicables aux transactions que j'effectue sur le site. Et ça, c'est sans compter toutes les traductions douteuses et le style rédactionnel lourd et alambiqué que vous n'avez sûrement pas de misère à vous imaginer. Donc, les chiffres que je vais vous donner, ils doivent être interprétés avec prudence, mais on a quand même réussi à dégager des tendances assez claires. Premier constat,
L'immense majorité des sites visés traitent en long, en large, en diagonale de tous les droits d'annulation, de résiliation, de refus de transaction que s'accordent les commerçants en cas d'erreur. Par contre, ils disent presque rien des droits qui reviennent à leurs clients dans les mêmes circonstances. Deuxièmement, aucun des sites analysés respectait à 100% les lois provinciales. Je vais vous présenter les principales infractions qu'on a notées et qui avaient évidemment rapport aux erreurs de prix, sinon on ne finirait jamais, et qui sont des stratégies visant à faire croire aux consommateurs qu'ils ont moins de droits que ce que la loi leur accorde. Alors, première infraction, se permettre librement de donner des indications fausses ou trompeuses. 88% des politiques analysées contenaient au moins une clause qui indiquait la volonté du commerçant de ne pas être lié par les représentations faites sur son site web, la plupart du temps sans avoir à fournir aucune justification. Donc, tous ces commerçants-là s'arrogent le droit, à leur convenance, de ne pas respecter une de leurs représentations, incluant, bien sûr, les prix affichés. Je vous ai mis un exemple tiré de fourniture de bureau de Denis, qui n'assume aucune responsabilité à l'égard de l'exactitude ou de la validité des affirmations ou des déclarations renfermées dans les documents et les graphiques afférents sur son site web. J'en ai mis de d'autres, là, mais ça se ressemble toutes. Ensuite, 54% permettent expressément de demander un prix supérieur au prix affiché, et ce, à tout moment. Tout moment, là, c'est tout le temps. Donc, ça signifie que le commerçant s'octroie le droit de changer les prix même après la conclusion du contrat. Un autre beau pied de nez au pilier de la stabilité des contrats. Deuxième méthode pour vous faire croire que vous avez moins de droits et de recours que ce que la loi prévoit, assujettir les contrats à des lois ou à des juridictions autres que celles du Canada ou de la province où le contrat est conclu. C'était le cas de 44% des sites web qui faisaient affaire au Québec, avec des juridictions aussi variées que d'autres provinces canadiennes, mais aussi les Pays-Bas, Hong Kong, la Californie, l'Oregon. Donc ici, je vous ai mis une clause du site de AliExpress qui nous dit que les parties acceptent de se soumettre à la juridiction exclusive des tribunaux de Hong Kong. Au Québec, la LPC et le Code civil, bien sûr, interdisent ce genre de clauses-là qui vont être frappées de nullité. Mais tu sais, même si nul est censé ignorer la loi, le consommateur moyen qui pense qu'il va devoir se déplacer dans une autre province ou dans un autre pays pour faire valoir ses droits, c'est un moyen frein à l'exercice de ses droits. Un autre exemple de stratégie qui vise à éviter que vous exerciez vos droits, c'est de limiter les véhicules procéduraux que vous pouvez utiliser. Par exemple, 3 des 50 conventions analysées contenaient une clause d'arbitrage obligatoire. On a dit tantôt que c'était interdit par la LPC. 5 des conventions interdisaient d'intenter ou de participer dans des actions collectives. Et 12, soit 24% des conventions analysées, interdisent tout bonnement tout recours que ce soit. Une clause qui revenait dans 11 sites web était rédigée. Comme ça, votre seul recours est de cesser d'utiliser notre site web. Il y en avait 11 identiques. Je pense qu'ils font tous affaire avec le même cabinet. Une quatrième stratégie utilisée par les commerçants, c'est de limiter les dommages que vous pouvez réclamer. Presque 100% des sites qu'on a analysés ont au moins une clause qui tente de limiter les dommages qu'on peut réclamer. Pourtant, ces clauses-là sont illicites à divers degrés dans toutes les juridictions étudiées. Des fois, on limite les dommages à un montant précis. D'autres fois, on interdit tout simplement de réclamer quelque dommage que ce soit. C'est 54% des sites analysés qui interdisent de réclamer quelque dommage que ce soit. Je vous ai mis une clause du groupe BRIC pour ça illustre aussi bien le langage alambiqué. Alors, finalement, comme on en a parlé plus tôt, d'autres commerçants décident de contractuellement retarder le moment de la conclusion du contrat en parfaite contravention à 54.2 de la Loi sur la protection du consommateur. Ça leur permet de retarder le moment où ils se considèrent liés par une quelconque obligation. Alors, 25% des 48 sites qui faisaient affaire au Québec ont tenté de déterminer autrement le moment où le contrat est conclu. Et parmi ceux-ci, 58% se réservaient le droit de résoudre, résilier ou annuler le contrat unilatéralement. 27% des sites étudiés prévoient expressément que les informations présentes sur le site web, ce n'est pas une offre de contracter.
Et finalement, 75% des sites analysés indiquent que le commerçant est pas lié par les commandes effectuées par les consommateurs. Je vous ai mis une clause du site de Brother qui se spécialise notamment dans les imprimantes et les machines à coudre, qui dit à côté du petit 3, Brother se réserve le droit de rejeter, corriger, annuler ou résilier toute commande, y compris les commandes acceptées pour quelque raison que ce soit. C'est évident que la légalité de ce type de clause-là est plus que discutable. Par contre, elles ont sans conteste un effet dissuasif sur les consommateurs. En conclusion, malheureusement, je ne prétends pas avoir la solution au problème des erreurs d'affichage de prix en ligne, mais si on veut obtenir la collaboration des commerçants, il va falloir soit les contraindre, soit les amadouer. Compte tenu de la croissance exponentielle des achats en ligne, je pense qu'il faut absolument que les autres provinces canadiennes s'inspirent du droit québécois en affirmant clairement dans leur loi l'interdiction de vendre à un prix plus élevé que le prix affiché et qu'elle précise explicitement le moment de la conclusion d'un contrat en ligne. Il faut aussi qu'elle permette le recours en exécution des obligations. Fait important à noter, dans le cadre de notre recherche, on a fait un sondage et on a aussi procédé à des groupes de discussion au Québec, en Ontario, et les résultats nous ont quand même surpris. La plupart des gens s'attendent, oui, à recevoir un bien acheté malgré une erreur de prix, mais ils ont tendance à se montrer plus conciliants envers un commerçant qui présente des excuses, qui réagit rapidement et qui leur offre d'emblée une compensation. Ils sont aussi plus indulgents envers les petites entreprises qu'envers les géants. Une modification de l'état d'esprit et des politiques des entreprises serait quand même un bon début, quoique pas suffisant pour régler le problème. Mais ça pourrait contribuer grandement à la satisfaction des consommateurs. Finalement, mon collègue et moi, on a amené l'idée d'une politique d'exactitude des prix 2.0, un peu comme on retrouve dans les magasins à grande surface, mais adaptée à la réalité d'Internet. Ça pourrait prendre la forme de quelque chose comme si l'erreur est inférieure à X $ ou à X % du prix, le commerçant doit respecter la commande. Si l'erreur est supérieure à X $ ou X % du prix, le consommateur a droit à une compensation quelconque. Par contre, cette idée-là est tout à fait exploratoire. Les paramètres à appliquer pour que l'ensemble des commerçants en ligne acceptent de s'y soumettre devraient être définis. On nous a fait bien sûr la critique que ça ferait perdre des droits aux consommateurs. C'est pas faux. Mais quand on y pense, c'est aussi le cas avec la politique d'exactitude des prix traditionnelle. C'est très certainement imparfait, mais ça serait peut-être un début pour concilier au mieux les intérêts des deux côtés. On est rentré aux questions.